Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une review de Raw, comme d'habitude, n'est-ce pas? J'avais envie de voir ce qui se passait à la WWE, j'avais envie de voir comment est-ce qu'ils répondent à l'AEW, au buzz qu'il y a autour de l'AEW avec le retour de CM Punk, avec le début de Daniel Bryan, le début d'Adam Cole. Tout ce qui se passe, c'est juste un truc de fou, clairement, ils sont en train de renverser la balance dans le monde du catch, et la WWE se doit de réagir, j'imagine, notamment avec Raw, qui est le show le plus important de la compagnie depuis des années, même si SmackDown fait plus d'audience, parce qu'ils sont sur Fox. Mais historiquement, Raw, à la WWE, c'est là que ça se passe. Donc, comme Raw est un petit peu mon ex, j'avais envie de prendre des nouvelles. J'avais envie de voir ce qu'elle faisait dans la vie, est-ce qu'elle avait réussi, est-ce qu'elle n'avait pas réussi, est-ce qu'elle avait changé. Donc on est de retour. On est de retour à l'ancienne, les amis. J'espère que vous êtes prêts. Review de Raw. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est pareil? Charlotte Flair est toujours championne. J'ai l'impression que je regardais encore au Canada quand je m'entraînais chez Lance Storm, Raw, et que Charlotte était championne. Et notamment, ce qui m'a explosé, c'est R-Truth, qui est toujours en train de courir après le 24/7 Championship, ce qu'il faisait déjà il y a 2 ans quand je regardais au Canada. J'ai l'impression que ce mec, ça fait 2 ans, j'imagine, qu'il court après le 24/7 Championship. Donc, bref, ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé également, c'est... Alors ça, c'est un phénomène très nouveau. Ils ne faisaient pas ça avant et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à faire ça. Ça, vraiment, pour moi, même un gamin de 15 ans est au courant que c'est une mauvaise idée, donc je ne sais pas. Pourquoi est-ce que le gagnant du Money in the Bank, Mr. Money in the Bank, annonce qu'il va encaisser son contrat ce soir? Le principe du Money in the Bank, selon moi, c'est justement de créer un effet de surprise. C'est d'arriver sans annoncer quoi que ce soit, hop, tu débarques, t'encaisses ta mallette. Et depuis quelques années, on ne sait pas ce qui se passe, les mecs annoncent, et du coup, l'élément de surprise n'est plus là. Donc notre ami Biggie ce soir est devenu champion de la WWE, et je suis très content d'ailleurs d'avoir re-regardé Raw quand cet événement est arrivé, parce que je suis très content pour lui. Vraiment, je me souviens il y a quelques années quand il a débuté, qu'il était le valet de Dolph Ziggler avec AJ Lee notamment. Qui aurait pu penser à ce moment-là qu'il serait devenu champion de la WWE? Et je pense qu'il peut faire de grandes choses. Je pense qu'il a la personnalité. Même si j'ai repéré beaucoup de choses gênantes avec Biggie ce soir. En fait, j'ai repéré beaucoup de choses gênantes dans le show en général. Notamment avec Alexa Bliss. On va en parler parce que là aussi, il faut qu'on m'explique. C'est-à-dire que Bray Wyatt se fait virer et Alexa Bliss vole sa gimmick. Donc l'échange, tu vois, n'est pas très équilibré. Si tu veux. On perd Bray Wyatt, mais on a Alexa Bliss version Bray Wyatt. Et le segment m'a fait... vraiment, j'avais les poils qui se hérissaient, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'avais l'impression d'avoir 8 ans. C'était quelque chose de très spécial. Biggie aussi. En fait, j'ai l'impression que Raw, l'audience que la WWE cible a rajeuni. J'ai l'impression que là, littéralement, on s'adresse à une tranche de 5 à 12 ans, que ce soit avec Alexa Bliss, que ce soit avec Biggie. J'ai pris des notes, je vais regarder encore ce qu'on a, mais j'ai l'impression que c'est pour une audience très jeune, et à l'inverse d'AEW. AEW, je vais regarder mercredi, on va voir ce qui se passe, et j'ai l'impression que c'est une audience un petit peu plus vieille, donc peut-être que c'est pour ça que Raw, moi, ça me parle moins. Peut-être que c'est pour ça que ça parle à beaucoup moins de gens, parce que c'est pour les enfants. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Quand j'ai regardé Raw ce soir, le premier truc qui m'a choqué, c'est l'animation 3D en début de show, avec une espèce de bonhomme rouge qui mettait un coup de poing. Et je sais pas ce qu'il est arrivé avec les animations 3D. Vince McMahon a dû avoir une révélation, un cauchemar. 3D animation, 3D animation. Je sais pas ce qui se passe. Ils mettent des animations 3D partout et ça fait très dessin animé. Et en fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en regardant Raw, que j'avais pas vraiment il y a quelques années quand je regardais, mais là j'ai l'impression, un petit peu, mais là c'est vraiment accentué. Et j'ai l'impression que c'est un dessin animé, le truc. Il y a des animations 3D pour qui ça marche, notamment avec notre ami Damien Prêtre. Avec Damien Prêtre, quand il envoie sa flèche là pour son entrée, et qu'on voit Damien Prêtre qui s'affiche en feu et tout, bon. Là, ça va, ça marche, mais il y a des moments où ça marche pas. Quand Biggie est arrivé sur le ring, on avait des espèces de mots strong, big, power, fast, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. On dirait
que tu sais, t'as 8 ans, tu vas sur ton ordi, tu découvres Paint, et tu dis putain, c'est énorme Paint, je vais faire des dessins sur Paint. On dirait que les producteurs de la WWE ont découvert un logiciel d'animation 3D qui s'éclate avec. Et je trouve pas que ça apporte grand chose, je trouve que c'est beaucoup trop utilité. Dans certains cas, c'est justifié comme l'entrée de Damien Prêtre, mais sinon c'est trop. Notamment, je me souviens du logiciel, je crois que c'était Démineur sur l'ordi. Pour ceux qui se souviennent de ça, c'est pareil, j'avais découvert ça quand j'avais 10 ans, je faisais que jouer à Démineur. On dirait qu'ils viennent de découvrir un truc et qu'ils le font tout le temps. Mais sinon, j'ai quand même repéré des choses intéressantes, notamment MVP et Bobby Lashley. Bobby Lashley, je m'étais beaucoup foutu de lui à l'époque parce que on le définissait comme un aspirateur de charisme, mais ils ont compris qu'il fallait pas le faire parler et qu'en fait son physique et sa prestance faisaient le taf. Comme Brock Lesnar, c'est pas si compliqué. C'est rare d'avoir un mec qui a le paquet complet, qui est bon, qui a un physique de malade, qui est bon dans le ring, qui est hyper charismatique, qui est bon au micro, c'est rare. Pour Bobby Lashley, au micro, en fait, quand Bobby Lashley arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'apocalypse? Est-ce qu'il vient tous nous tuer? Je veux dire, le mec fait 300 kilos, il est extrêmement impressionnant. Et quand il ouvre sa bouche, tu passes de apocalypse à « Ah oui, mais c'est un mec normal ». Donc il y a une petite déconnexion. Et le but, c'est de ne pas le faire parler. Donc, ils l'ont compris. Sur ça, ils sont améliorés. Le fait qu'il arrive en costume également. Ce qui est bien, c'est que Bobby Lashley est arrivé en costume en début de show. Très stylé en costume. Un costume change un homme, les amis. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas de costume, allez vous acheter un costume. Tentez l'expérience. Et un costume change un homme. Et quand on voit Bobby Lashley qui débarque en costume en début de show et qui ensuite va catcher à la fin du show, le fait qu'il change de tenue, je trouve que ça le rend humain. Et c'est pas juste une espèce de figurine qui est tout le temps habillée pareil, c'est-à-dire en slip de catch. Et le mec est en slip de catch à la promo du début de show, au segment de milieu de show et dans son match. J'aime bien avoir des tenues qui changent. Ça veut dire que voilà, le mec arrive, il débarque, boum, il est en costard, il fait son taf, il fait la promo, ensuite il va se mettre en tenue de catch. Je trouve que c'est un élément un peu plus réaliste qui contraste justement le côté dessin animé dont je vous ai parlé au début du show. Donc Bobby Lashley, je peux dire que, alors je ne suis pas le plus grand fan de Bobby Lashley, mais ce qu'il fait dans le ring, c'est très bon. Il a un physique de malade mental. D'ailleurs, à l'époque, je m'en souciais peu parce que je n'étais pas vraiment au courant de ça, mais depuis, j'ai beaucoup regardé l'UFC et je suis devenu un grand fan du UFC où ils font des tests réguliers pour les stéroïdes. Alors, à la WWE, de ce que j'avais entendu, il y avait des tests pour les stéroïdes, mais en voyant des mecs comme Bobby Lashley, en voyant des mecs comme Drew McIntyre, il faut m'expliquer. Clairement, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, je pense que le test passe sous la table. Mais en tout cas, Bobby Lashley, très stylé. MVP avec sa canne également, un très très bon manager. Il parle très très bien, MVP. Je n'avais pas souvenir de lui, mais vraiment très bon. Randy Orton qui fait toujours le taf. Randy Orton qui est là depuis des années maintenant, et je pense que ça devient... j'ai rarement vu une aussi grosse star de la WWE rester aussi longtemps à la WWE. Vraiment, Randy Orton, c'est immense respect à lui, parce que c'est très très dur. Le catch, notamment à la WWE. Je ne sais pas s'ils font beaucoup de house show maintenant, avec le Covid. D'ailleurs, j'espère que vous avez pris rendez-vous pour votre 3e dose, les amis, et votre 4e dose en décembre, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils font autant de shows qu'avant, mais Randy Orton est toujours présent. Le mec est rarement blessé, et gros respect pour lui. Le mec est toujours là, c'est stylé. Et l'équipe qui forme avec Matt Riddle, je trouvais très sympathique, sauf le nom, RK Bro. C'est sûr que ça a du sens, mais ça fait un peu gamin, encore une fois. Mais l'équipe en elle-même, j'ai trouvé très très bonne. Et pour moi, en fait, ce qui a tué le show ce soir, ça l'a pas tué, mais ce qui l'a fait baisser en qualité, c'est le fait que Biggie débarque, nous dise ouais, ce soir, j'encaisse le contrat. Ouais. Donc il a encaissé, il est devenu champion WWE, c'est génial, mais ne dis rien. Enfin, je sais pas. Mets toutes les chances de ton côté. Enfin, je comprends pas. Alors, ok, c'est un face, donc c'est un gentil, et le principe du Money in the Bank, c'est un truc un peu sournois, tu vois. T'arrives comme ça, tu vas encaisser ton contrat en mode sournois, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut avoir une approche plus business
du catch, même pour les catcheurs, même dans les storylines. Biggie doit se dire, ok, je deviens champion WWE, mon salaire, il va jusqu'au plafond, je suis champion, j'ai beaucoup plus de thunes, j'ai beaucoup plus d'apparitions dans les médias, je serai toujours dans le main event, dans les pay-per-view, etc. Donc, il faut que je sois champion. Pour que je sois champion, il faut que je mette toutes les chances de mon côté et il ne faut pas que je me ramène avec ma mallette en prévenant les mecs que ouais, je vais encaisser ce soir, ouais. Ouais, ouais. Et ensuite, il encaisse. Et du coup, ça fait passer un mec comme Bobby Lashley pour un attardé. Parce que Bobby Lashley bat Randy Orton, il fait passer à travers la table des commentateurs, il se blesse, donc déjà il est un peu dans la merde, il se blesse et le mec remonte dans le ring. Alors je veux bien que tu viens de faire un match de catch, donc t'es un peu troublé, mais tu viens de détruire Randy Orton, tu te blesses sur la dernière prise que tu lui fais, là directement, et MVP, alors quoique il me semble que MVP avait été mis KO par Randy Orton ou par Matt Riddle, je sais plus, donc je sais pas s'il était là pour le prévenir, mais c'est le travail de MVP qui est son manager, je parle dans la storyline hein, bien sûr, et c'est le travail de Bobby Lashley lui-même. Il y a Biggie qui lui a répété toute la soirée je vais encaisser mec hein. Mais je crois qu'il est même venu, non attends, non il est venu dans le vestiaire de Randy Orton, mais il est venu plusieurs fois dans la soirée, ensuite voir Bobby Lashley et dire mec je vais encaisser. Bon bah voilà. T'es Bobby Lashley, tu viens de te blesser, tu viens de gagner le match, tu t'es blessé juste après, tu remontes pas dans le ring. Tu pars. Tu pars, t'appelles un Uber, tu vas dans le public, tu t'en vas. Parce qu'à partir du moment où t'es plus dans le ring, Biggie ne peut plus encaisser son contrat. Le match ne peut pas commencer au milieu du public ou je sais pas où, il faut que les deux soient dans le ring. Donc ça fait passer Bobby Lashley pour un attardé quoi. Biggie lui répète toute la soirée, mec je vais encaisser. Le mec se blesse, est complètement défoncé à la fin de son combat, il remonte dans le ring. Et ensuite il s'étonne que Biggie arrive pour encaisser. Toujours des petites incohérences comme ça qui m'ont toujours agacé à la WWE. C'est vraiment, on insulte ton intelligence quoi. Et alors ça peut marcher sur des gens plus jeunes qui font pas attention à ce genre de détails. Mais moi j'ai 23 ans, je suis plutôt jeune, je devrais quand même pouvoir être capable de regarder la WWE. Mais quand ils font des trucs comme ça, je trouve ça stupide. Et c'est très agaçant en tant que viewer de voir ça, de se dire putain les mecs, je suis pas débile quoi. Mais bref, content pour Biggie, à voir si en face ça va pas être un peu lassant parce que on l'a vu dans la promo de début de show, je l'ai trouvé très gamin, je trouve que ça commence un petit peu là, à être un petit peu lassant ce personnage de Biggie. Pourquoi pas le mettre en heel, comme notre ami Roman Reigns, n'est-ce pas, dont je vais parler. Je pense faire une review de SmackDown aussi. Je pense que vraiment cette semaine, je vais me faire AEW SmackDown. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir le retour de la review de SmackDown, le retour de la review d'AEW? Parce que il a fallu que notre ami Roman Reigns attende que j'arrête de faire des reviews pour devenir heel et pour devenir apparemment la meilleure chose qui se passe à la WWE. Donc, j'irai voir notre ami Roman Reigns. Bref, écoutez les amis, on va rapidement, j'ai pris pas mal de notes, j'ai fait ça vraiment en mode sérieux. On va faire tout le show de A à Z, ça va aller rapidement quand même, on va pas faire aussi long qu'à l'époque. Mais en tout cas, je suis content, j'ai bien rechargé les batteries, tu vois, le fait d'avoir fait une pause d'1 an et demi, j'ai pu regarder Raw ce soir sans avoir envie de gerber, même si globalement j'ai trouvé le show pas très bon, j'ai trouvé trop long comme d'habitude. Il me semble que SmackDown et AEW sont à 2 heures, Raw est à 3 heures, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, j'ai quand même repéré des choses assez intéressantes. Donc, le show a commencé, on a eu une promo avec tout ce petit monde, Bobby Lashley, MVP, machin, je sais pas quoi. Je note que la chanson The Search du rappeur américain qui s'appelle NF, apparemment est la musique officielle de Raw, parce que c'est elle que j'ai entendue dès le début. Donc c'est la musique d'intro ou je ne sais quoi. J'adore cette musique. Pour le sport, il n'y a rien de plus motivant. C'est la musique que Michael Chandler a utilisée pour combattre Charles Oliveira à l'UFC 262, il y a quelques mois. Et bon, Michael Chandler s'est fait mettre KO quelques minutes après par Charles Oliveira, mais cette musique est vraiment énorme et je suis très content qu'il ait choisi pour Raw. Voilà, on a eu nos animations 3D qui ont été un petit peu gênantes. On a eu RK Bro qui sont arrivés. MVP et Bobby Lashley à côté vraiment sont très stylés. Les deux vont très bien ensemble, je trouvais ça très très propre.
Et Biggie nous annonce qu'il va encaisser son contrat. Donc le drame. Pour moi, c'est vraiment le plus gros drame de la soirée. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que Randy Orton nous dise qu'il soit capable de changer ou d'avancer les matchs. Apparemment, il était censé affronter Bobby Lashley à Extreme Rules. Et Randy Orton, tout simplement, nous a expliqué, nous a dit, écoute, Bobby, j'ai avancé le match parce que, en fait, je m'appelle Randy Orton, ça fait 25 ans que je suis là, et je peux le faire tant que je l'ai fait. Ça, j'ai aimé. J'ai aimé qu'il assume son statut de star privilégié qu'il est, et qu'il a mérité. Donc c'est normal, c'est comme ça. Encore une fois, je vais faire quelques comparaisons avec l'UFC, même si ça n'a rien à voir, mais si jamais on veut avoir un produit qui est un peu plus sérieux à la WWE, moi c'est la direction que j'aimerais qu'ils prennent. J'aimerais que le produit soit un peu plus sérieux. Et à l'UFC, voilà, c'est quand t'es un combattant qui est là depuis longtemps, quand tu t'appelles Nate Diaz, par exemple, t'es même pas classé chez les welterweight, mais t'as le droit de combattre Leon Edwards, t'as le droit de te faire battre par Leon Edwards, mais au final tout le monde s'en fout, parce que t'as dominé le dernier round, et tu peux très bien combattre pour la ceinture dans 6 mois. Pourquoi? Parce que t'as l'amour des fans, parce que t'es là depuis longtemps, parce que t'es une star privilégiée. C'est le cas de Randy Orton à la WWE, et je suis content qu'il l'assume, au final. Je trouvais ça intéressant. Bref, Randy Orton essaie de mettre un RKO à Bobby Lashley, il y arrive. Pourquoi pas le réserver pour le match juste après? Parce que forcément, quand il va y avoir un RKO dans leur match de championnat en main event, le RKO va peut-être avoir moins d'impact parce qu'on l'a déjà vu au début du show. Donc je ne sais pas si j'aurais vraiment donné un RKO dès le début. Et là, autre chose d'intéressant, Charlotte Flair contre Shayna Baszler, qui est encore une fois un match. Alors si j'ai bien compris, parce que là je suis sur l'article qui résume le show, j'ai l'impression que c'était un peu trouble, dites-moi si je me trompe. J'ai l'impression que c'était un match pour avoir une opportunité pour le titre. Donc Charlotte contre Shayna Baszler, et si Shayna gagne, elle avait le droit d'affronter encore une fois Charlotte pour le titre. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris. C'est-à-dire que le moment où on va voir, imaginons que Shayna Baszler ait gagné ce soir contre Charlotte Flair, elle va la réaffronter dans 2 semaines à Extreme Rules pour le titre. On a déjà vu le match. On a déjà vu le match il y a 2 semaines. Tu vas la réaffronter pour le titre. À mon avis, Shayna Baszler devrait affronter une autre catcheuse. Et les deux, celle qui gagne, ensuite peut affronter Charlotte Flair. Enfin, la championne n'est pas censée catcher toutes les semaines, dire ok, si tu me bats, tu peux me réaffronter pour le titre. Enfin, pour moi, le champion est privilégié. Pour moi, le champion n'est pas là à ramer toutes les semaines, à devoir catcher. Non, le champion catch au pay-per-view. Le champion catch de temps en temps à Raw, ou à SmackDown, ou au show hebdomadaire. Pas toutes les semaines. C'est ridicule. C'est ridicule. Encore une fois, avec l'UFC, je sais que je vais vous rendre fou avec l'UFC, mais pour avoir un aspect plus sportif, ça reste intéressant d'étudier un petit peu ce qu'ils font. On va pas avoir Dustin Poirier va affronter Charles Oliveira pour le titre des poids légers en décembre. Dustin Poirier ne va pas faire un premier combat contre Charles Oliveira, le battre et ensuite le réaffronter pour la ceinture. Enfin, ça n'a aucun sens. Et la hype est moindre parce qu'on a déjà vu le match. Pauvre Shayna Baszler que j'adorais à NXT, qui était une force dominatrice incroyable, se fait battre clean par Charlotte Flair. Charlotte Flair, son moonsault m'agace parce qu'elle le fait encore une fois à chaque match, donc il a moins d'impact, parce que je trouve qu'elle le fait mal. Elle fait bien son moonsault d'un point de vue athlétique, il est beau, mais elle atterrit trop rapidement sur ses pieds en fait. Et le moonsault, là si j'avais des figurines de catch, je pourrais vous montrer, mais en fait tu fais ton salto arrière et ton ventre est censé arriver sur l'épaule et sur le haut du corps de ton adversaire. Charlotte, quand elle arrive sur Shayna Baszler, elle a déjà effectué la rotation complète. Elle tombe sur les pieds. Allez voir dans ma story d'ailleurs. J'adore faire des saltos arrière aussi sur mon trampoline. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Allez voir sur mon compte Instagram, Guillaume Lepers X. Dans ma story à la une, j'ai fait un salto arrière depuis le trampoline dans la piscine, un peu pareil que Charlotte Flair, tu vois. C'est-à-dire que ma rotation était un peu trop longue et notamment je suis tombé sur les pieds, donc j'ai fait la rotation complète, mais je suis limite tombé sur le dos. Mais bon, ça va quand tu le fais dans la piscine. Au catch, pour moi, le moonsault n'est pas réussi. Il est beau visuellement,
mais il n'a pas de sens parce que qu'est-ce qui fait tomber Shayna Baszler à l'arrivée? Tu tombes sur les pieds, sur le sol. Il y a à peine son bras qui touche Shayna Baszler. Donc bref, écoutez, c'est comme ça. J'ai noté également son physique très changeant. Alors, je tacle rarement sur le physique, mais le physique de Charlotte Flair est très changeant. Je veux dire, c'est très spécial. Après, elle fait ce qu'elle veut avec son physique, mais je me souviens d'NXT, elle avait très peu de forme. Il y a 2 ans, à Raw, d'un coup, elle s'est ramenée avec des seins gigantesques. Là, pareil, elle a beaucoup... Enfin bref, je sais pas trop ce qui se passe, c'est un peu spécial. J'aimerais pas que ça donne l'idée à des centaines de milliers de jeunes filles qui regardent Charlotte Flair de se faire 36 000 opérations par jour. Parce que je pense que c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très bon pour le corps. Mais bref, on parlera de ça également avec une autre personne, une autre catcheuse qui était sur le show qui s'appelle Doudrop, anciennement Piper Niven, anciennement Viper, il me semble, que j'ai beaucoup aimé ce soir parce qu'elle a fait un bon match. La seule chose que je ne veux pas, c'est que on glorifie le fait d'être en surpoids. Parce que c'est mauvais pour la santé, parce que ça te réduit des années de ta vie, parce que tu peux mourir d'un infarctus à n'importe quel moment. Donc il faut pas glorifier ça. Moi, je suis contre ça. Je suis contre la glorification et la promotion de « Regardez, je suis en surpoids, c'est génial ». Ouais, c'est génial maintenant, mais dans quelques années, peut-être que ce sera moins génial. Alors après, attention, j'ai quand même bien aimé son match à Doudrop. Et voilà, moi je m'inquiète pour les jeunes qui regardent ça. Il faut pas, notamment pour les jeunes filles, voilà, essayez d'être en bonne santé et faites attention à tout ce que vous voyez à la télé. Mais bref, Charlotte Flair reste une bonne catcheuse. Elle est encore championne, elle en est à son 50 millième règne. C'est juste que c'est un petit peu lassant au bout d'un moment. Ensuite, Alexa Bliss est arrivée. Alors là, pareil, donc Alexa Bliss est habillée comme une énorme folle, concrètement. Sauf que elle parle comme quelqu'un de normal. Et c'est ça que je comprends pas en fait. C'est ça qui me sort du personnage. Bray Wyatt était habillé, avait un personnage de mec un peu fou. Mais ensuite, son langage correspondait avec son personnage. C'est-à-dire que tu voyais, quand Bray Wyatt te parlait, avec son physique, avec sa gimmick, etc., il n'avait pas la même voix, il n'avait pas la même intonation que le vendeur de poivrons au marché le dimanche matin. Son langage matchait sa gimmick. Avec quand j'entends Alexa Bliss parler, c'est la même qu'il y a 2 ans, sauf que voilà, elle a un physique, elle a un costume hyper chelou, donc qu'est-ce qui se passe? Elle est schizophrène, après chacun son style vestimentaire, mais enfin, je sais pas, je comprends pas. Je trouve qu'il y a une déconnexion entre son physique et la façon dont elle parle. Et j'ai trouvé ce segment d'ailleurs très gênant avec Charlotte Flair, très gamin, très enfantin. Ça m'a pas plu, c'est pas mon type de catch. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans une cour de récré d'enfants de 6 ans. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la WWE, c'est l'amour pour les blondes qui n'a pas changé pour notre ami Vince McMahon, qui nous prépare d'ailleurs le renouvellement d'NXT. J'ai hâte de voir ça, les amis. Bref, un six-man tag. Raw, Drew McIntyre, excellent physique. Est-ce que j'ai des notes que j'ai ratées? Oui, non, j'ai noté quand même, lors du match entre Charlotte et Alexa Bliss, j'adorais une prise que faisait Andrade, Cien Almas, ou Andrade El Idolo, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, où il tentait un big boot qui manquait et il enchaînait avec un coup de coude retourné. Charlotte le fait en l'honneur de Andrade justement, qui est son mari ou son mec, j'en sais rien. Bref, une prise que je trouve très stylée. Et ensuite, voilà, on a eu le moonsault avec l'atterrissage qui était très léger. Ensuite, on passe au six-man tag. Drew McIntyre a une très belle entrée. J'adore l'épée. Vous savez que j'adore les épées. Je collectionne les épées. J'en ai acheté une à Carcassonne d'ailleurs cet été où j'étais. Très belle ville, Carcassonne. Excellent physique. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien pour lui actuellement, j'imagine. Pareil pour les Viking Raiders. Vikings, ce sont des Vikings. Hein. Si vous n'aviez pas remarqué, c'est pour ça qu'il y a Viking dans leur nom d'équipe. N'est-ce pas? Viking Experience. Ça fait encore des cauchemars. Notre ami Jinder Mahal et Veer et Shanky, que je ne connaissais pas, qui sont très impressionnants physiquement. Belle équipe, pourquoi pas.
gagnant Drew McIntyre et Viking Raiders. Rien de très important ici. Est-ce que j'ai pris des notes? Hop, non. Damien Prêtre contre Jeff Hardy pour le championnat des États-Unis. Damien Prêtre, j'aime beaucoup. Je l'aimais déjà à NXT à l'époque, mais j'aime beaucoup son entrée, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le ring. Jeff Hardy est tout aussi excellent. Je pense que Jeff Hardy est un des meilleurs catcheurs au monde en selling. Je pense qu'il vend les coups comme personne d'autre. Peut-être parce qu'il a vraiment mal, parce que le mec a 43 ans et a littéralement donné son corps au catch. Et je pense qu'il doit être dans un état déplorable aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il continue à catcher d'ailleurs. À mon avis, il doit avoir l'argent nécessaire, plus que nécessaire pour prendre sa retraite. Mais je pense que c'est qu'il aime ça tout simplement et qu'il ne peut pas vivre sans. Moi pareil, les vidéos m'ont manqué pendant 1 an et demi. Pas vraiment le catch, parce que le catch, ça m'avait un peu... j'avais fait une overdose, mais les vidéos m'ont manqué. J'imagine que pour Jeff Hardy, c'est pareil. Il ne peut pas vivre sans le catch, même s'il est mal physiquement. Le problème, c'est que ça risque de lui enlever quelques années de sa vie. Il a pris tellement de chutes, et des chutes terribles, les pires chutes de l'histoire du catch, Jeff Hardy. Et je pense qu'il pourrait un petit peu s'économiser et s'abstenir de prendre de nouvelles chutes à 43 ans, je ne sais pas quel âge il a, mais bref, en tout cas, il vend très très bien les coups, et voir un match de Jeff Hardy, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. Damien Prêtre a gagné avec son Reckoning, j'ai beaucoup aimé sa prise de finition, il est toujours champion des États-Unis, j'adore son look, j'adore son style, j'adore son catch, je trouve que le championnat des États-Unis lui correspond très bien. Et après le combat, on a une attaque de Sheamus parce qu'ils sont en feud et ils s'affronteront à Extreme Rules. Nikki Ash, alors là aussi, là, je comprends pas, il y a 2 ans, c'était une espèce de schizophrène qui était avec Sanity, qui était complètement folle. Là, aujourd'hui, c'est une super-héros. Bon, ma foi, pourquoi pas. Elles sont affrontées avec Tamina, je sais pas quoi, Natalia, bref... Voilà, c'est le genre de truc pour moi que tu peux enlever du show. Et tu t'enlèves 1 heure de show, c'est beaucoup plus digeste. Et ça fait pas de mal. Ensuite, on a eu un 8-man tag. Encore une fois, on avait Xavier Woods, Kofi Kingston, Mansour. Alors là, Mansour, je m'envoyais comme ça, je voyais l'Arabie Saoudite. Je revoyais, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Crown Jewel, l'Arabie Saoudite. Je revoyais Undertaker et Goldberg. J'étais en PLS total quand j'ai vu Mansour. Vraiment, ça m'a fait un PTSD de malade. Et Mustafa Ali contre AJ Styles, Omos, Mace et T-Bar. J'ai beaucoup aimé encore une fois le look de Mace et T-Bar. Je pense qu'ils ont des bonnes équipes, la WWE, s'ils en font quelque chose. Et Omos, le géant, qui lui aussi a peut-être pas mal de potentiel. On n'a pas vraiment vu catcher beaucoup. AJ Styles, qui est toujours un des meilleurs catcheurs au monde, mais qui est un petit peu perdu dans ses 8-man tags et dans ses 6-man tags. Après, il faut reconnaître que pas tous les catcheurs peuvent avoir une feud. À un moment, forcément, tu as un roster qui est assez grand, même si le roster a diminué avec tous les renvois qu'il y a eu récemment, mais tu vas forcément avoir des catcheurs qui vont rien avoir à faire. Mais limite, je préfère ne pas les voir plutôt que de les voir dans des trucs insignifiants. Après, c'est juste moi. AJ Styles, Omos, Mace et T-Bar ont gagné. Doudrop contre Eva Marie. Eva Marie est de retour au passage, c'était une agréable surprise, agréable je ne sais pas. Toujours très faible en termes de catch. Doudrop, moi j'ai rien contre les catcheuses dominantes comme ça, qu'elles soient en surpoids ou pas. Je trouve que c'est intéressant. J'adore. Nia Jax apporte quelque chose. Nia Jax d'ailleurs est ma pote depuis que j'ai déjeuné avec elle à l'hôtel Marriott de Los Angeles. Est-ce que c'était l'hôtel Marriott? Je ne sais plus, bref. Que j'ai pris un filet de bœuf aux frais de Vince McMahon, c'était en février 2019. Mais Doudrop, écoutez, pourquoi pas? Elle catche bien, c'est intéressant d'avoir la Brock Lesnar, la Braun Strowman, la je ne sais quoi de la division féminine. Voilà, juste elle est en surpoids, c'est pas bon pour la santé, j'ai pas envie qu'on fasse la promotion de ça. Mais écoutez, après, attention, il y a des gens qui ont un peu de masse graisseuse, mais en dessous, il y a quand même du cardio, il y a quand même du muscle. Attention, je dis pas que voilà, c'est terrible, mais j'aimerais pas que voilà, c'est tout ce mouvement de body positive ou je sais pas quoi, voilà, essayez d'être en bonne santé. Doudrop est une bonne catcheuse, je trouve qu'elle a fait un beau match et je la suivrai quand même dans ce qu'elle fait après. Karrion Kross est là sans Scarlett Bordeaux, pourquoi? Allez le savoir.
Mais j'ai hâte qu'il fasse son début à la WWE, du moins au main roster. Peut-être qu'il l'a déjà fait, je sais pas où ils en sont avec Karrion Kross. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, j'ai oublié de dire pendant le match entre Jeff Hardy et Damien Prêtre que Damien Prêtre s'est reçu un Jeff Hardy de 100 kg sur la nuque lors d'une souplesse. Et bref, heureusement il s'est relevé, mais le catch peut être très dangereux. Jeff Hardy, j'ai noté également que c'est le seul mec stylé avec un haut de combinaison de plongée. Parce que si tu regardes vraiment son haut, c'est littéralement une combinaison de plongée, le truc. Mais c'est Jeff Hardy, donc il reste stylé. Et puis ensuite, on a eu notre main event, Randy Orton contre Bobby Lashley pour le titre. Un match bien sympathique. Randy Orton est toujours au haut niveau, vraiment. Il fait toujours le taf. Bobby Lashley, toujours un bon catcheur. On avait Matt Riddle et MVP qui étaient les managers à côté, donc forcément, il y avait des interférences, etc. Au final, MVP a dû sauver Bobby Lashley parce qu'il s'était pris un RKO, il allait se prendre un tombé. Et Bobby Lashley, entre-temps, a récupéré ses esprits, il a fait un spear, il a réussi à battre Randy Orton, clean, pas vraiment clean, mais bref, il lui a fait son finisher, son spear, suivi d'un petit salto avant, ma foi sympathique, et il a gagné le match. Alors ensuite, il attaque tout le monde, il fait passer Randy Orton à travers une table, il se blesse, évidemment, qu'est-ce qu'il se dit? Je suis blessé, je suis vulnérable de n'importe qui. Biggie me répète depuis toute la soirée qu'il va encaisser son contrat. Qu'est-ce que je fais? Je remonte sur le ring. Bien sûr. Bobby Lashley remonte sur le ring. Biggie arrive. Je vous le donne en 1000. Le match a lieu. Lashley, il me semble qu'il a fait quand même son finish. Biggie a résisté. Et il a fait son big ending à lui pour devenir champion de la WWE. Bravo à lui. Assez content de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Il y a Kofi Kingston et Xavier Woods qui sont arrivés pour célébrer avec lui. Donc écoutez les amis, c'était bien sympa, je suis content pour lui. Le show était quand même relativement médiocre. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de six-man tag, beaucoup d'eight-man tag dont je me foutais. Tout ce qui était Nikki Ash, Rhea Ripley, Natalia, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Voilà, il y a assez peu de choses à se mettre sous la dent. Et je trouve que c'est une piètre concurrence à AEW. Donc bon, c'était Raw. Je vais regarder AEW, je vais faire la review. Je vais regarder SmackDown, je vais faire la review. Il y a également des vidéos sur l'UFC qui vont arriver. Ça fait maintenant, je pense que depuis le premier confinement, en fait, j'ai switché le catch pour l'UFC. Et j'ai pas autant de connaissances en UFC que j'en ai en catch. En MMA plutôt. J'ai pas assez de connaissances en MMA que j'en ai en catch. Mais je vais quand même me lancer dans les vidéos. On a l'UFC 266, il me semble, qui arrive, avec Brian Ortega contre Alexander Volkanovski. Je vais regarder ça. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous avez aimé la review? Est-ce que vous voulez que je continue les reviews? Mettez un like. Si jamais vous voulez pas mettre un commentaire, mettez un like pour me dire que vous voulez que je continue les reviews. En tout cas, moi je suis content. Je suis content d'être revenu, je suis content de vous retrouver parce que c'était juste cool à l'époque de faire toutes ces reviews. Mais en fait, je l'ai toujours dit, mais le catch était un support pour vous parler, pour avoir cette connexion avec ceux qui me regardent. Et je sais que beaucoup d'entre vous passent pas forcément des bonnes journées, que ce soit au collège, au lycée, au travail, et qu'on avait ce petit rendez-vous à 18 h tous les mardis soirs pour se retrouver, pour vous faire passer un bon moment, notamment en ce moment. Je sais que c'est un contexte extrêmement difficile avec le Covid. Très honnêtement, j'ai assez peur. J'ai assez peur de ce qui se passe parce que je vois tout ce que les gens acceptent pour soi-disant retrouver leur liberté. Liberté qui n'est que conditionnelle, parce qu'elle est conditionnelle jusqu'à ce que tu fasses ta 3e dose, ta 4e dose, ta 5e dose, jusqu'à ce que tu portes un masque à vie, jusqu'à ce que tu annules tous tes spectacles, tous tes trucs. Enfin bref, c'est assez spécial. En tout cas, je suis content de vous retrouver, je suis content d'être là encore une fois. Ça m'a fait plaisir de regarder Raw les amis. Franchement, même si le show était pas ouf, ça m'a fait plaisir et je pense que je serai là pour un petit moment. Donc écoutez, laissez un like si jamais vous voulez qu'on revienne activement et suivez-moi sur les réseaux. Merci à Alex Horizon Wrestling qui m'a refait un layout et qui nous accompagne pour le retour de French Wrestling Beast. Toujours un bon gars, Alex, qui nous faisait déjà les graphismes à l'époque. Les amis, c'était French Wrestling Beast. Prenez soin de vous. Salut à tous.
Yeah, they can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new age, ain't it something special? Yeah, we gon' change the game, we gon' live forever. Yeah, it's that new age, it's that new age. This is the new age. Now they wanna play cause they're tryna get paid, but they can't cause they're too late. We got stacks already making it rain. They can't afford us now. Jump on a jet switching borders now. Wrote me off when I was 17. Fast forward, they're my employees now. Welcome to the fucking future. This that life that I'm getting used to. I do whatever I choose to. Fake friends I will never lose to.